Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Voici pour vous le sommaire. Les portes du Conseil des ministres se referment sur Aurélien Agbenossi. Il quitte le gouvernement de Patrice Talon après avoir passé 7 ans à la tête du ministère des Affaires étrangères. Le diplomate sera le plus grand absent du Conseil des ministres de ce mercredi. À sa place, nous aurons Madame Paulette Marceline Adjovi-Yekben, la toute nouvelle ministre des Affaires étrangères. Ensuite, le secteur des transports à Parakou, nous irons voir la vie au niveau des parcs automobiles. De jour comme de nuit, l'activité économique est permanente en dehors du transport des passagers. C'est une économie locale qui s'y développe. Et puis enfin, le collège d'enseignement général de 1 de Godomé sort vainqueur du concours de génie en herbe organisé en marge de la célébration du 30e anniversaire du traité révisé de la CEDEAO à Cotonou. La finale a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou. C'est la semaine de la CEDEAO avec la commémoration également du 60e anniversaire du traité de l'Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine. Voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, il est le plus grand absent du Conseil des ministres de ce mercredi. Limogé Aurélien Agbenossi n'est plus membre du gouvernement, déchargé de son portefeuille lié aux affaires étrangères. Il est remplacé par Paulette Marceline Adjovi, épouse Yekben, précédemment ambassadrice de Bénin au Nigeria. De sources concordantes, tous les ambassadeurs du Bénin en poste à l'extérieur sont appelés à Cotonou pour une conférence diplomatique qui sera présidé par le chef de l'État le 30 mai prochain à 9h à la présidence de la République. Il faut préciser que le désormais ancien ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi a été nommé le 6 avril 2016. Après l'installation, le CA, Seydou Moussa, nouvellement désigné premier adjoint au maire de Malanville, a passé le témoin à Issifou Soulé, à qui il cède sa place. La cérémonie de passation a eu lieu à l'arrondissement central de la commune. C'était en présence de plusieurs autorités, dont le maire de la ville de Malanville en personne, qui a présidé la séance. Voici le reportage. Après un peu plus de 2 années passées à la tête de l'arrondissement central de Malanville, Seydou Moussa cède sa place à Issifou Soulé, désormais nouveau chef de l'arrondissement central de la commune. Leur passation de pouvoir a eu lieu devant l'autorité communale qui souligne l'importance de cette cérémonie sans oublier de prodiguer des conseils utiles. Quand on est chef d'arrondissement donc de Malanville, considérez-vous que vous êtes un maire, parce que ailleurs, dans certaines communes, je le dis sans fausse modestie, mais l'arrondissement central de Malanville, c'est en fait l'équivalent d'un maire. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas une charge facile. Et qu'il y a beaucoup de choses au niveau donc, de l'arrondissement auxquelles il faut faire face. Et que donc, pour faire face à cela, c'est que non seulement que vous devez donc avoir la compétence, la vigilance qu'il faut, mais avoir l'appui de votre prédécesseur pour qu'ensemble, la main dans la main, avec mon appui bien sûr, vous ne serez pas seul, pour que la main dans la main, on puisse vraiment conduire la BAC. Je vous installe officiellement à votre poste donc de chef de l'arrondissement central de Malanville et que donc je vous renvoie à vos fonctions. Et plein succès à vous. Dans cette salle de réunion de l'arrondissement central, Seydou Moussa, le désormais premier adjoint au maire de Malanville, tout en émotion, a souhaité une bonne continuation à son successeur. Il place son passage à la tête de cet arrondissement sous une œuvre divine. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. À ma prise de fonction, je me suis attelé à mettre en place un mécanisme visant à respecter les tests locaux dans le cadre de la décentralisation. La tenue effective des conseils d'arrondissement qui n'étaient pas, avant mon arrivée, effective. Ensuite, sur insistance du maire, la tenue régulière aussi des conseils de village et de quartiers de ville. Certes, il reste encore beaucoup à faire, mais en 2 ans et demi, j'ai pu à 90% réaliser les activités qui sont les miennes. Monsieur le chef d'arrondissement entrant, le maire l'a dit tantôt, nous n'allons pas vous laisser parce que le maire m'a toujours appuyé et assisté.
Nous allons continuer dans ce sens. À tout seigneur, tout honneur, dit-on. Dans son propos, le CA entrant souhaite marcher dans les pas de son prédécesseur pour de bons meilleurs résultats. L'œuvre que mon prédécesseur avait entamée, comme on dit que c'est de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle là. Donc moi aussi, je ferai de mon mieux, et même plus avec la cohésion, l'harmonie et tout autre. J'invite toutes les personnes de bonne volonté à nous accompagner dans ce qui reste de notre mandat. En toute collaboration, le CA sortant et le commissaire central de la police ont mené de belles actions. Ce que le commissaire ne souhaite pas, que cela change sous aucun prétexte. L'ancien CA a fait un travail qui est arrivé à niveau, qu'il continue ce travail de sensibilisation aux devoirs citoyens de nos administrés. Parce que la meilleure façon d'être sûr, c'est que chacun se sécurise. Et pour que chacun se sécurise, il faudrait qu'il connaisse ce qui est du devoir du citoyen afin de bénéficier des droits du citoyen. C'est donc l'espérance que la commune de Malanville garde le cap du développement durable et de lutter contre l'insécurité tout en s'inscrivant dans la logique du programme d'action du gouvernement que les uns et les autres se sont séparés. Et c'est un compte rendu de Stanislas Fernand, Lozère. Nous restons dans le nord. C'est des transports à Parakou pour voir la vie. Au niveau des parcs automobiles, de jour comme de nuit, l'activité économique est permanente en dehors des transports des passagers. C'est une économie locale et dynamique qui s'y développe. Voici le reportage. Parakou, troisième ville à statut particulier du Bénin et métropole du Septentrion. La cité des Kobourou compte 4 gares routières, dont la principale est le parc CNCB d'Albarika. Dans ces parcs automobiles, l'activité économique est permanente de jour comme de nuit. Justement, vous savez que c'est un lieu public. Et le lieu public, ça ressemble à un marché parce qu'il y a tout. Il y a passagers, il y a en tout cas, tout ce qui va rentrer et sortir, c'est pas ici. Donc c'est presque un marché. Donc c'est pour ça que vous voyez l'ambiance comme ça. Nous rencontrons les petits commerçants. Parce que les revendeurs de chaussures, de pain, il y a les revendeurs, nos compatriotes nigériens qui vendent les tissus, vendent les sachets et autres. À l'arrivée des voyageurs, il y a d'autres passagers qui aiment aller vers eux pour trouver un peu. Il y a les gens qui vendent du pain, de manger aussi. Comme ça, c'est comme ça que les bonnes dames arrivent à se procurer un peu de sous. Ambulants, détaillants et grossistes, ainsi que les vendeuses de nez, l'on y retrouve tout type de commerçants avec des produits aussi divers que variés proposés aux usagers. Le problème, la conjoncture économique actuelle, marquée par la morosité et l'inflation, impacte négativement les activités commerciales dans ces parcs automobiles. Vraiment, le marché des parcs là, actuellement, ça ne marche pas bien, c'est difficile. Les clients ne viennent pas. Le marché ici là, ça ne peut pas aller. Encore, le client quand va venir ici là, il va payer quelque chose là, il va aller à la maison pour retourner, pour dire c'est pas bon, sans ou bien le client va demander de l'argent, pour dire il va prendre ça. Des fois, tu vas promener fatigué, tu n'as pas de l'argent. Donc, Dieu est grand. Tu t'échauffes, tu vas trouver quelque chose à manger. C'est un soja qui est un peu cher, mais cette année, n'est pas cher. C'est pour ça que les clients qui viennent du bourse, ils n'ont pas d'argent pour acheter. Cette mévente n'entache cependant rien la collaboration entre les commerçants et les responsables des autogares. Bien au contraire. Ça là, il n'est pas problème avec les clients d'ici. Avec les garants des autogares là, il n'est pas le problème. Non, le président est responsable du parc là, il n'y a pas de problème. Souvent, le temps qu'il y a le marché, il va nous amener les clients même. Dès moi qui vous parle, c'est moi le papa. Je suis la première autorité du parc, donc c'est moi le papa. La collaboration, elle est très franche. Très très franche. Les Nigériens, là, ils ont eu à au moins aller s'inscrire à la mairie pour pouvoir gagner de la place. Dans un monde, il y a surtout des problèmes. Bon, ces problèmes-là, on arrive à gérer ça entre eux. Le chargement hors parc, le racolage et le retour des compagnies de transport à leur siège sont entre autres problèmes auxquels sont confrontés les parcs automobiles de Parakou et sur lesquels les responsables syndicaux et la mairie travaillent de concert pour des solutions adéquates. Et dans la suite de ce 13h au Bénin, Franck Arnoux, rédacteur en chef de Canal 3 Bénin, vous m'avez rejoint justement. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi et vous avez déjà pour nous quelques décisions. Bonjour Eric, quelques décisions
issu du conseil gouvernemental de ce jour. Nous pouvons, au titre des mesures normatives, parler de l'adoption du décret portant création, organisation, composition et fonctionnement du Millennium Challenge Account Bénin régional. Le décret d'application de la loi numéro 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. L'autre décision, au titre des mesures normatives, l'approbation des statuts de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA, et puis au titre des communications à présent, le recrutement de 15 auditeurs à l'inspection générale des finances au titre de l'année 2023, la réalisation du collecteur d'eau pluviale et aménagement des voies d'accès à l'hôpital de référence à Bomé-Calavi, les travaux d'aménagement de la zone sud de l'esplanade des Amazones dans le cadre de l'organisation de la 50e édition des championnats du monde de pétanque au Bénin. Ça doit donner un peu de sourire aux acteurs qui se démerdaient pour les préparatifs. Voilà. La construction d'un golf 18 trous championship à Vlekété dans la commune de Ouida, l'élaboration du plan du secteur de périmètre d'influence de la zone économique spéciale de Glodjigbe a été également au cœur des discussions dans ce conclave gouvernemental, et puis la contractualisation pour l'acquisition d'équipements complémentaires et pour des travaux confortatifs à l'hôpital de Savay. Il y a eu également des mesures individuelles, notamment des nominations au ministère des enseignements maternels et primaires. C'est ce que nous avons pour le moment sous la main. Merci à vous, Franck Arnaud. On poursuit ce trésor au Bénin. Le collège d'enseignement général 1 de Godomé sort vainqueur du concours de génie en herbe organisé en marge de la célébration du 30e anniversaire du traité révisé de la CEDEAO à Cotonou. La finale a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou. C'est la semaine de la CEDEAO avec la commémoration également du 60e anniversaire du traité de l'Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine. L'ambiance de cette soirée telle que vécue par Oulam Klikan et Moufi du Sabou dans ce reportage. Les élèves du collège d'enseignement général 1 de Godomain viennent en tête de cette compétition qui allie culture générale et divertissement. Face aux apprenants du collège d'enseignement général de Sainte-Rita de Cotonou, ils se sont imposés avec 380 points contre 210 au détour des 2 manches de cette finale du jeu génie en herbe. C'est un bon d'achat de livres d'une valeur de 400 000 francs CFA que remporte l'équipe arrivée première. La deuxième part avec un bon de 250 000 francs et les 2 autres demi-finalistes repartent aussi avec des lots. Il s'agit du complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abomey-Calavi, arrivé 3e, et du complexe scolaire protestant Gbeto de Cotonou, sorti 4e. C'est la semaine de la CEDEAO qui se vit ainsi par les plus jeunes, la CEDEAO des peuples. Ceci à l'occasion de la double commémoration du 30e anniversaire du traité révisé de l'organisation sous-régionale à Cotonou et du 60e anniversaire du traité de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine. Il ne s'agit pas d'aller à l'école seulement pour apprendre des leçons et passer des examens, mais avoir une idée de ce que vous voulez faire pour vous-même, pour vos familles, pour votre pays, pour votre sous-région et votre continent. L'Afrique s'est réveillée. Et aujourd'hui, en même temps qu'on dit que l'Afrique est devenue le continent de tous les enjeux, le Bénin aussi s'est révélé. Et je pense que vous êtes cette génération dont nous sommes fiers. J'étais assis ici à écouter les questions. C'est véritablement un espoir que vous suscitez. Comme vous le savez, après la charge pédagogique que nos apprenants reçoivent dans les classes, il leur faut des plages de distraction. Cet événement vient donc à juste titre pour déstresser nos apprenants. Félicitations au CGE, à l'équipe du CGE de Godomé. Pourquoi pas félicitations à l'équipe de Sainte-Rita. Tout au long des parties, les équipes se sont améliorées. Et la preuve, s'il en fallait de cela, c'est qu'au cours de la deuxième partie de cette rencontre finale, il n'y a pas eu une seule pénalité. C'est que les joueurs ont maîtrisé totalement leur tempérament et étaient portés par la concentration. Et ça, c'est un point, c'est une victoire pour toutes les 2 équipes et je voudrais que cela soit acclamé.
La semaine de la CEDEAO à Cotonou se célèbre à travers une série d'activités. Les équipes des 4 établissements scolaires ayant participé à cette compétition génie en herbe vont bénéficier d'une visite guidée des diplomates dans les organes de la CEDEAO. Nous parlons santé à présent. L'hypertension artérielle est une maladie encore peu connue du public, bien qu'elle fasse partie de la catégorie des tumeurs silencieuses. Nous en parlons pour vous dans ce 13h au Bénin avec un spécialiste de la question qui nous donne ici un aperçu de ce qu'est l'hypertension artérielle. On l'écoute. Pression artérielle, d'abord, on peut considérer que c'est la force sous laquelle le sang circule dans nos artères. Et il y a des normes. Et on va parler donc d'hypertension artérielle quand cette force sous laquelle circule le sang dans l'organisme devient trop importante. Trop importante, c'est quelque chose d'important à retenir parce que trop importante, ça veut dire que cette hyperpression va détériorer les artères qui sont les tuyaux dans lesquels circule le sang. Et comme ces artères-là, leur rôle, c'est d'amener les liquides et les substances nécessaires au fonctionnement des différents organes, lorsqu'elles seront détériorées, les organes vont souffrir, ils auront une perfusion défectueuse, insuffisante, et ces organes donc vont commencer globalement à s'éteindre à petit feu. Maintenant, puisque c'est une question de pression, il faut donner des chiffres. La pression artérielle, il y a 2 principaux chiffres qu'on donne, ce qu'on appelle la tension artérielle ou pression artérielle maximale, qui est le premier chiffre qu'on mesure et qui ne devrait pas, à l'hôpital, atteindre 140 mm de mercure. Et il y a un deuxième chiffre qu'on appelle pression artérielle minimale, qui ne devrait pas atteindre 90 mm de mercure. Donc, lorsque l'un de ces chiffres-là dépasse les limites que je viens d'annoncer, on parle d'hypertension artérielle. Ça veut dire que la première manifestation, c'est l'absence de manifestation. Dans la très grande majorité des cas, l'hypertension artérielle est muette. Elle est silencieuse. D'où l'importance des journées comme celle que nous commémorons maintenant. Mais, fort heureusement, dans certains cas quand même, il y a des manifestations qui ne sont pas des manifestations très spécifiques, mais qui sont regroupées et leur regroupement peut faire tilt, comme on dit. Il s'agit de quoi? De maux de tête. Particulièrement intéressante quand ça siège à la nuque. Les gens qui ont des maux de tête à la nuque, c'est important. Il peut y avoir des crampes associées, une fatigue inexpliquée, une sensation de voir des objets, des mouches volantes, des oreilles qui bourdonnent. Voilà un certain nombre de petits signes qui peuvent donner l'alerte. Évidemment, malheureusement, ces petits signes-là passent souvent inaperçus parce qu'on les banalise. Quand ces petits signes passent inaperçus, et on passe à l'étape des catastrophes. Catastrophe, ça peut être première manifestation, décès brutal. Ça peut être des signes qui attirent l'attention sur le cœur. Par exemple, des battements du cœur rapides, inexpliqués, désordonnés. Ça peut être un étouffement. Ça peut être une vive douleur dans la poitrine. Ça peut être aussi d'autres choses. Une paralysie, ça tout le monde sait, tout le monde parle d'AVC. Une paralysie d'un membre ou d'un côté du corps. Toutes ces manifestations échelonnées depuis le silence jusqu'aux grandes complications caractérisent l'hypertension artérielle. Quand on a fait la preuve que la personne est hypertendue, les médecins et les soignants en général connaissent les schémas thérapeutiques qui sont recommandés en fonction des terrains, c'est-à-dire en fonction des particularités de chacun. Le principe, c'est qu'il faudra 2 volets de prise en charge. Un volet qui n'est pas composé de médicaments et un volet composé de médicaments ou de techniques assimilées. Le volet qui n'est pas composé de médicaments est aussi important que le reste. Malheureusement, on n'a pas tendance à insister sur ça. On parle de mesures hygiéno-diététiques. Disons que c'est les règles qui contrôlent l'alimentation et qui contrôlent nos habitudes de vie. C'est une maladie durable qu'on peut et qu'on doit dominer au quotidien. À ce prix-là, oui.
Et puis avant de finir avec notre reportage sur la santé, justement, le spécialiste que nous avons rencontré propose 4 messages à la population afin de vaincre l'hypertension artérielle. Premier message pour la population, il faut savoir si on est hypertendu ou pas. Ça, c'est le premier message destiné à lever le premier déficit d'information. Il faut savoir. Mais comment savoir? Il faut juste mesurer. Il faut aller chez un agent de santé, mesurer la pression artérielle. Nous disons, tous les 6 mois, c'est pas mal. C'est parce que ce n'est pas compliqué. Et même si ça devait être payé, ce n'est pas cher. Il faut se faire mesurer la pression artérielle au moins une fois tous les 6 mois. Et chaque fois qu'on sent quelque chose, une fatigue. Deuxième message, on peut éviter d'être hypertendu. Premier comportement, il faut limiter la consommation de substances qui sont reconnues comme pouvant faire monter la pression artérielle. La première de ces substances, c'est le sel alimentaire, le café, le thé et tous les excitants font monter la pression artérielle. Donc, deuxième aspect, il faut pratiquer une activité physique relativement intense, durable, de façon répétée. Troisième message, bon, il arrive quand même que l'hypertension arrive. Mais nous disons, troisième message, tu peux dominer cette maladie-là. Tu peux dominer cette maladie-là. Premièrement, en acceptant le fait. Donc, il faut budgétiser cette maladie. Et ensuite, il faut être en équipe avec le médecin. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre et il faut respecter les mesures que le médecin prescrit. Quand il vous donne des rendez-vous, il faut y aller. Quand il vous prescrit des médicaments, il faut participer. Si le médicament est trop cher, il faut dire, docteur, moi, mon budget, là, ça ne pourra pas gérer tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre formule? Et nous allons terminer ce 13h au Bénin avec la découverte d'un métier important, assez délicat, mais très peu connu également du grand public. Et pourtant, c'est l'une des spécialités auxquelles on fait recours pour donner une seconde chance aux victimes d'accidents, amputés et aux personnes qui ont des difficultés de mobilité. Il s'agit de l'appareillage orthoprothétique. Le riche Gaba nous transporte dans l'univers de la réparation et de la réinsertion des victimes d'accidents. C'est un centre situé à Parakou et c'est l'un des mieux équipés aujourd'hui dans la confection sur mesure des orthèses et des prothèses. C'est aussi un métier qui nécessite assez de précision et une bonne dose de patience pour accompagner le patient dans sa rééducation. Reportage. Vu de loin, cet atelier ressemble à un bureau ordinaire. Mais lorsqu'on franchit la porte d'entrée, l'on se rend compte que le travail qui se fait ici est assez particulier, sinon délicat. Dans sa blouse blanche, Serge Kentchessou Aladagbe est orthoprothésiste de formation, un métier qu'il exerce avec doigté et professionnalisme. Le métier d'orthoprothésiste est une profession très peu connue, pour ne pas dire très mal connue, parce que normalement elle devrait être connue comme tous les autres métiers du secteur de la santé, comme l'infirmerie. Mais elle a été un peu ignorée tout simplement parce que les techniques utilisées au départ étaient un peu trop artisanales et le secteur de la médecine béninoise a mis du temps à révéler cette profession aux personnes demandeuses. Parce que beaucoup de personnes handicapées sont restées longtemps dans l'ignorance qu'ils pouvaient être accompagnés par cette profession. Un métier peu connu du public, mais qui pourtant s'avère indispensable pour les victimes d'accidents, surtout celles qui s'en sortent avec de graves séquelles, comme l'amputation ou le renforcement mécanique d'un membre. Ici, en appareillage orthoprothétique, tout est du sur-mesure. Et donc, à chaque patient, sa prothèse ou son orthèse. Et une fois que les mesures sont prises, on passe maintenant au laboratoire et on passe à la réalisation de cette prothèse. Et la réalisation, elle se fait en 2 étapes. Il y a une phase provisoire où après cette phase, on le fait marcher, on le fait utiliser, on le fait adapter la prothèse et ça peut durer des semaines. Une fois que le patient a fini de maîtriser l'utilisation de son appareil, on passe à la phase de finition.
C'est en ce moment que la prothèse devient belle, elle devient esthétique. On la couvre de tout, on lui donne la couleur de la peau du patient. Autrefois précaire, le métier d'orthoprothésiste a évolué avec le temps et aujourd'hui, il s'allie avec les technologies modernes pour offrir aux patients une nouvelle chance de vie. Mais c'est un travail qui nécessite l'adhésion et l'implication du patient. Déjà, il faut prendre le temps de parler avec. C'est très important. Parce que dans cet échange, vous comprenez si la personne, quelle est sa motivation. Parce qu'il faut le dire, la prothèse ou bien tout le processus de la réhabilitation, elle n'est pas magique. C'est du donnant. Si le patient ne s'investit pas, le résultat ne sera jamais bon. Pour ce jeune orthoprothésiste, le véritable souci de ce métier est lié au coût élevé de la prestation dû à l'importation de la plupart des matériels. Aujourd'hui, c'est l'un des centres les mieux équipés du Bénin avec une imprimante 3D et plusieurs autres accessoires de dernière génération. Grâce au numérique, on est arrivé à réduire les prix de prothèses au tiers de ce que cela devrait être. Et ça, il faut le dire, ce n'est pas en diminuant la qualité, c'est en rajoutant sur la qualité. Grâce au numérique, aujourd'hui, on peut fabriquer plusieurs parties des composants d'une prothèse ici et localement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien aujourd'hui pour ceux qui nous connaissent et qui viennent chez nous. Bien que très peu connu, ce métier d'orthoprothésiste a déjà aidé beaucoup de victimes d'accidents qui se voyaient diminuées et inutiles pour la société. Grâce aux orthèses et aux prothèses de qualité fabriquées sur mesure, le sourire renaît sur les visages. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h Robinaire. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. Dans la suite des programmes, retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.